Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Cette semaine, j'ai le bonheur de vous présenter un acteur du monde culturel autant devant la caméra que derrière. Ses mélodies et son timbre fragmenté viendront briser votre cœur pour le rapatrier en divers morceaux organisés, tandis que son œil et sa lentille mettent sous les projecteurs la beauté de la culture d'ici. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'accueillir le réalisateur et musicien David Bourbonnet du projet musical Bourbon. Et qu'on m'accueille. Ça va bien? Méchante intro. Ben ouais, t'aimes bien? Ben, c'est fin. Trouves-tu que c'est représentatif? Ben là, moi, je porte pas ce regard-là sur ce que je fais puis ce que je suis, mais je trouve Mais t'es ça bel et bien touchant. musicien et réalisateur. Oui, ça c'est Cette exact. portion-là, ça va. Ouais, t'as le B à bas. Ouais, ben c'est ça. En fait, la manière... Pourquoi je te présente de cette manière-là, c'est que oui, bien évidemment, tu fais de la musique, c'est un peu pour ça que t'es ici en ce moment, avec le projet Bourbon, dont tu viens... cette année, en fait, t'as sorti l'album Morceaux, mais également, cette année, t'as sorti le documentaire sur le festival de Baie-Saint-Paul. On va y revenir plus tard, donc c'est pour ça que je parle de toi de cette manière-là. Puis je me demandais, en fait, qu'est-ce qui est arrivé en premier? C'était-tu la musique ou la réalisation, les médias? Ben forcément la musique, parce que j'ai commencé à jouer de la guitare à, mettons, 13 ans. OK. Puis j'ai commencé à considérer que j'allais faire un parcours en audiovisuel, peut-être plus à l'âge de 16-17. Mais après ça, c'est quand même c'est deux avenues que j'ai empruntées simultanément, là, tu sais, mettons. C'est ça, j'ai sorti mon premier long-métrage, moyen-métrage, la même année que j'ai sorti mon premier album. Tu sais, tous tes projets, ils viennent comme un peu ensemble. Tu sais, Ben, mettons, avec le documentaire et ton album, encore une fois, les deux étaient sortis la même exact. année. Genre. Ben, je décide de porter plusieurs chapeaux, parce que j'aime ça, je pense. C'est des disciplines qui m'intéressent. Mais ça me ralentit aussi de m'éparpiller. Là. Mes amis en cinéma sont rendus à leur, je sais pas, 3e série, puis 2e long métrage, puis ils ont gagné leur prix. Puis mes amis musiciens sont rendus à 3 albums, puis ils ont plein de projets. Puis, fait que ça fait que je suis... C'est ça. Non, ouais. J'évolue moins vite dans tous les domaines, mais j'ai mon fun partout. Ouais. Ben, c'est quand même normal en même temps. Tu sais, si tu mets genre de l'énergie dans cette direction-là, de l'énergie dans cette direction-là également, évidemment que tu peux pas genre aller super rapidement. Tu sais, je veux dire, quand on est artiste, souvent on aime bien aussi se forcer puis faire des trucs qui sont à la hauteur de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Fait que tu sais, c'est sûr que si t'as plein de projets à gauche à droite, puis que tu veux tous qu'ils aient une qualité pertinente et à la hauteur de qu'est-ce que tu peux être capable de faire, ben tu vas mettre le temps que ça prend, tu sais. Exact. Et après ça, tout se nourrit aussi, je pense, en tout cas. On pourrait partir longtemps. On pourrait partir longtemps. Est-ce que tu sens que l'audio... Ben, je vais dire l'audiovisuel quand je parle, mettons, de comme la réalisation de documentaires, machin. Est-ce que tu sens que, mettons, l'audiovisuel et la musique s'inter-influencent dans ta manière de créer? Dans ma manière de créer, je ne sais pas. Ben forcément, j'aborde des thématiques puis des enjeux similaires, I guess. Ben là, tu sais, c'est comme c'est ça, mes carrières sont tellement jeunes que, tu sais, mettons, là, moi, je fais des liens dans ma tête. Tu sais, je pense pas que tu écoutes le documentaire sur le festif puis mon album. Puis tu peux tracer tant de parallèles que ça, là. Ben, c'est drôle parce que j'ai un parallèle. Mais ben là, tu écoute, on brodera autour si tu veux. Mais j'ai des déformations, mettons, professionnelles. Tu sais, comme quand je suis en studio, mais j'ai une oreille un peu faite grâce au montage. Tu sais, comme j'ai des sensibilités, je spot des affaires, j'ai des préférences, tu sais, j'arrive quand même avec un certain bagage que d'autres musiciens, peut-être, quand ils sont arrivés pour faire leur premier album, avaient pas cette conception-là d'une timeline avec des shortcuts. Pis genre des... C'est-tu comme, mettons, t'es en train de faire une take, t'es en train d'enregistrer, mettons, on va dire une track de Git. Puis là, tu sais que c'est pas la bonne, mais genre, tu vas savoir que, mettons, il y avait un élément, mettons, dans cette track-là qui était vraiment bon. Puis là, c'est comme ta manière de l'identifier pour par après, comme revenir le chercher, comme dans le montage final. C'est-tu ce genre de truc-là dont tu parles? Non, mais mettons, c'est ça. J'imagine que ça s'apprend ou il y a des gens qui ont ça de façon innée, mais moi, personnellement, là, je vais parler au jeu. Je suis pas un bon juge pour ce que je fais
dans le moment présent, mettons. Ouais. Souvent, je vais penser que la take est pas bonne, je vais être comment en manque d'énergie. C'est pas, j'ai pas lancé ma note de la façon que je l'ai pas poussée, je l'ai pas chanté comme je voulais. Puis avec du recul, finalement, c'était cette take-là qui était la plus magique, tu sais, puis la plus... Puis ça arrive vraiment souvent. Je suis un gars qui s'enregistre beaucoup. Tu sais, quand là, de ce temps-ci, je tourne. Peux-tu dire ça? Tourer? Tu fais le tour. Tu fais le tour avec ton album. Ouais, je tourne avec mon album en solo. Ouais. Puis je pratique pas mal tous les jours mes sets. Puis je m'enregistre, puis je me réécoute. Puis presque systématiquement, pendant que je pratique, je trouve que c'est de la merde. Puis je suis pas bon. Après, quand je me réécoute, je trouve que c'était une bonne, finalement. Ouais, ça me met en confiance. Puis toutes les fois où je pense que j'étais vraiment sur mon X, je me réécoute, puis je trouve ça... Fait que c'est peut-être une affaire de setter des attentes, de soi-même. Moi, c'est ça. C'est peut-être l'angle avec lequel j'aborde ça. Mais tout ça pour dire que mon juge intérieur est très mauvais. Mais je pense que la critique reste quand même vraiment une vertu à l'artiste qui est très, très... essentiel si on veut à quelque part évoluer. Mais moi je la contrôle pas encore. C'est très, si c'est malléable, j'ai pas compris comment la tenir. Je pense pas que c'est supposé devenir malléable à un moment donné. Ok, c'est ça. En moins que t'aies un ego surdimensionné, mais là après ça, je pense que c'est-tu quelque chose qu'on désire à un certain stade, je suis pas sûr. J'ai dit ça. J'ai sûrement ça. J'ai sûrement un ego surdimensionné. Tu penses que tu sais? Ah, sûrement. OK. Bon, on l'a peut-être tous à ce moment-là. On va parler un peu, je sais pas, de spectacle. Tu dis que tu tours, on va reprendre les extraits. On va tourer. Tu tours en solo. Ouais. Est-ce que tu as l'habitude de genre performer en solo ou en général, mettons, quand tu fais comme Bourbon en live, y a-tu plus de musiciennes? Parce que, tu sais, ton album en tant que tel, c'est très, tu sais, il y a beaucoup d'éléments, genre. Y a du stock. Comment tu fais pour le résumer à une seule personne, tu sais? Les tunes sont parties solo, guide-voix, guide-sèche, tu sais. C'est de là qu'ils viennent. Fait que pour moi, c'est pas si difficile que ça à aller défendre. Après ça, moi, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment fait des shows solo avant ce processus d'album-là. Puis j'ai le goût de dire que c'est un choix, mais après ça, c'est un choix qui a été fait dans des contraintes. Des contraintes notamment budgétaires. Mais c'est un choix que j'ai fait parce que je trouvais que j'avais pas... comment dire, j'étais pas aussi droit que je sentais que j'aurais pu l'être sur un stage, j'étais pas aussi à l'aise, je trouvais que je manquais d'expérience justement, peut-être à cause du fait que je me suis épivardé entre différentes Quand t'étais en groupe, tu parles? Ben toujours, j'ai jamais eu vraiment de fun à faire du live. Okay. Ça m'a toujours un peu agacé là, en tout cas, fait que là avec ce processus d'album là, je me suis dit ben fuck it, je vais le faire vraiment solo tout seul, je vais affronter tout ça, puis je vais vivre les gigs les plus brunes et les plus stressantes que je peux trouver. Là. J'en ai pas fait, mais plus de gigs brunes que de gigs mais je vais les affronter tout seul, puis je vais apprendre à être moi confortable dans cet espace-là, sur une scène, me l'apprivoiser comme il faut. Puis là, j'ai l'impression d'avoir été chercher le gros de ce que je voulais aller chercher. Fait que là, j'ai hâte de jouer en band. Mm-hmm. Mais là, c'est ça, comme tu dis, il y a beaucoup de stock sur album. Puis là, moi, je pense déjà à la suite, puis je sais un peu où je veux m'en aller. Fait que là, j'aimerais ça que mon show, puis la formule que je choisis puisse servir et l'avant et l'après. Fait que ça veut dire beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, puis donc beaucoup d'argent. Parce que là, le monde, du moins dans mon réseau, là, que moi je connais puis je me fais référer, c'est des musiciennes professionnelles que j'aimerais bien payer à la hauteur de ce qu'elles valent et qui c'est plus... je suis pas à un âge où je peux demander à 3 colocs de venir pratiquer 3 semaines gratis avec moi jusqu'à temps qu'on trouve notre son. T'sais. Ouais, fait que c'est ça. Là, je suis dans un processus de demande de subs, puis ça va pas bien de ce temps-ci. Les subs, ça a l'air... Comment c'est? Ben, la culture, il me semble, personne n'a eu de sub, là. Ok, je suis pas au courant par rapport aux subs. Ouais, ça va pas full bien en culture. Il y a plus beaucoup d'argent. Ah, t'es sérieux? Le monde panique autant en musique que, mettons... Ouais, il y a juste l'argent en culture, c'est ça. Post-Covid, I guess, durant le Covid, ils ont ouvert les... Je sais pas, je peux pas te l'expliquer. Je peux mais c'est juste, c'est compliqué. Par exemple, comprendre, mais qu'on nous l'explique. Mais il faudrait qu'il y ait des cours de... C'est sûr que ça existe quelque part, mais mon Dieu que c'est compliqué. Ouais. C'est tellement des gros devoirs. Mais j'avais lu justement que tu faisais des... je sais pas si c'était par rapport à la sortie de ton premier EP ou si c'était avec cet album-là, mais que tu faisais des performances musicales, tu sais, comme avec un band, justement, de musiciens. Ben, après le EP, oui, je me suis entouré... Puis ça, c'était quoi l'énergie, mettons, l'énergie de band, mettons, que Bourbon dégageait quand c'était pas en solo, mettons? Ben, j'avais comme pas assez
de gigs, je pense, puis encore une fois, d'argent, de temps, puis j'avais des musiciennes qui étaient très occupées. Fait que, tu sais, on n'a pas pu peaufiner grand-chose. Tu sais, je pense qu'on défendait bien le EP, là. Les filles sont assez bonnes que, tu sais, ça rentrait, là. C'était great, je pense. Ouais. Après ça, moi, je pense pas que j'étais au top de ma forme non plus. Il y avait de quoi de déstabilisant, là, de partir d'un projet de même, le présenter. Il y a comme quelque chose de... Tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais, en tout cas. J'avais comme un peu pas le choix aussi, là, tu sais, j'avais 5 tunes, fait que, tu sais, je jouais mes 5 tunes, puis là, je n'ai comme gossé 2 vite, qu'on a monté en band, tu sais, je pense que ça marchait, mais j'avais un set de, je sais pas, 25 minutes, 30 minutes, qui était pas éprouvé, qui était pas, tu sais, puis c'est ça, le musicianship, ben, il s'est créé, surtout entre les filles. Moi, j'étais comme le point de gravité, peut-être, de cette affaire-là. Mais j'ai l'impression que c'était des tastes puis tout venait un peu d'horizons différents là. Si on avait pu continuer plus longtemps, je pense que ça aurait été vraiment top notch. Puis là encore une fois on revient à l'idée que je critique là. Je pense que c'était très bon. T'sais. En tout cas, ce que les filles faisaient, je sais que c'était très bon. Je réécoutais toutes nos répètes, ça, je sais. Ouais. Après ça, en termes de proposition culturelle, en termes de, est-ce que c'est vraiment ça que moi je veux proposer, c'est ça. Ouais. Mais encore une fois, c'est la critique, c'est l'œil du créateur sur son propre travail. Ouais. Mais c'était le fun. Moi, je m'ennuie de jouer avec du monde, puis surtout avec elle. Sont cool. Après ça, je sais pas si ce band-là va réexister dans cette formule-là non plus. C'est la vie. J'avais notamment Caroline Carbonneau. J'adore jouer avec Caroline. Mais là, je suis en train de me dire que peut-être que j'ai pas besoin d'une deuxième guide. Fait que là, ça fait bon. C'est plate. Ouais. C'est plate, peut-être un deux, franchement. Tu as fait paraître justement ton EP qui s'appelait Brouillon en 2019. Puis justement, cette année, comme on l'a mentionné, l'album Morceau qui est sorti. De quelle manière, selon toi, ta création, ta musique, elle a évolué à travers le temps? C'est une bonne question. Ça a été 2 parcours quand même vraiment différents, aux antipodes, j'ai le goût de dire. Le EP, je l'ai fait super vite, tu sais. C'est-tu d'où le nom Brouillon? Ouais, quand même. Je trouve drôle le nom quand même. Ouais. Ben, c'était ça. Considères-tu que c'est des brouillons? Je l'ai réécouté récemment. Il y a des affaires qui sont vraiment meilleures que je me rappelais. Puis il y a d'autres affaires que je suis comme, ouais, c'est ça. Je l'ai fait vite. Puis ça, j'aurais pas fait ce choix-là. Si j'avais pris 3 mois de plus, j'aurais changé peut-être l'affaire. Mais après ça, c'est correct, tu sais, j'avais pas l'énergie ni l'argent d'étirer ça, puis ça m'a juste ouvert des portes, tu sais. C'est un autre affaire que j'ai fait sans trop me poser de questions. Je me suis donné un élan, j'étais allé jusqu'au bout. Ouais. Puis le faire, c'est aussi ça apprendre, là. Ben oui, il faut que tu finisses le processus. C'est ça. Plus faut que tu finisses les processus que tu entreprends jusqu'au bout. Même si aux 3/4 du chemin, tu te rends compte que Chris, c'est pas très bon. Non, mais mettons un premier film, tu sais, ou un premier... Of course que c'est pas très bon, là. Of course, c'est sûr. Ça existe. Je suis persuadé que ça existe pas. Arriver dans un milieu puis faire de quoi de nickel, là, tout de suite. Du premier coup, ça l'arrive pas. Te sentir original, maître de ce que tu fais, pertinent. Moi, j'y crois pas, personnellement. C'est justement en faisant des brouillons, entre guillemets. Il y a tout le temps de quoi de bon là-dedans, tu sais. Si tu le mets l'effort, puis ton esprit, il revient, puis tu lui donnes de l'amour, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu trouves qui a de la valeur là-dedans, tu sais. De valeureux. Fait que je pense que c'est plus autour de ça, puis c'est ça qu'il faut utiliser, puis mettre de l'avant, puis faut oublier le reste, faut être indulgent avec soi-même. Puis c'est ça, c'est on grandit, puis ça ouvre des portes. C'est ça l'affaire, c'est que ça te ferme à rien. Ça te ferme à moins que tu sois super problématique et où, tu sais. Ouais, tu peux te faire mettre cancel. que tu mettes de l'avant des trucs qui sont un petit peu moyens. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est pas si tant que tu restes dans le bon goût, ça peut pas te fermer de porte, ça va t'en ouvrir. Toi, c'est quoi les portes que ça t'a ouvert? C'est-tu la création de projets éventuels plus tard? Les portes que ça m'a ouvert, ça m'en a ouvert tout plein, là, à plein de niveaux. Ça m'a fait vivre plein d'expériences, ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde, ça m'a fait... ça m'a fait m'améliorer, ça m'a ouvert des portes sur mes propres capacités, mes propres envies, ça a ouvert des portes... J'ai des nouvelles amitiés, c'est ça, c'est comme c'est difficile c'est impossible à quantifier, difficile à vraiment ça emmène ta vie dans une certaine direction que tu sais pas qu'est-ce qui serait arrivé si mettons ça n'avait pas arrivé. Ouais, puis là j'essaie de me rappeler d'exemples clairs, mais
ça m'a amené de la job, là. Tu sais, comme à force mais en faisant de la musique, je me suis mis à me traîner avec des musiciens qui ont fini par m'engager pour réaliser leurs clips. Puis ces clips-là m'ont mis sur la map pour autre chose, m'ont fait, tu sais, m'ont amené des skills de montage. Ça fait juste brasser l'effervescence créative. C'est ça, t'avances, ça t'ouvre des affaires que t'as pas vu venir, que t'as pas calculé, que t'as pas, tu sais, fait que, non, ben, tu sais, mettons ici, je suis ici, là, tu sais, je serais pas ici si j'avais pas fait mon album. C'est vrai. Puis c'est ici que je voulais finir, tu sais. Dans les studios B de CISM. Ouais, non, mais je fais des blagues, mais je suis très content d'être là. Ouais, non, mais j'en suis persuadé. La blague est pas à ce niveau-là. Mais c'est ça. Fait qu'après ça, je me fais tendre des micros, je me fais offrir des perches, je me fais... Pas juste tendre, hein, offrir des perches. On me les donne. Emballé. Ouais. On s'en va écouter 2 morceaux de musique qui figurent sur l'album Morceau. Sur mon album. On va commencer avec la pièce Boucan et Darvaza. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ces pièces-là, me dire qu'est-ce qu'elles racontent, peut-être le moment qui ont été créés, le message derrière celle-ci. OK. Un truc là-dessus. OK. Boucan, c'est une toune qui a émergé à un moment où ça allait pas super bien, où j'étais comme en break avec ma blonde, puis où j'étais un peu au bout du cycle de consommation de bord, je sais pas si t'as vécu ça, je sais pas si tout le monde le vit, je sais pas si t'es rendu là ou si tu y arrives, mais il y a eu un moment où la raison pourquoi j'allais dans les bars consommer avec mes amis, c'était parce que je trouvais ça stimulant, nouveau, il y avait tout le temps quelque chose à raconter, une joke, puis à un moment donné, je revivais la même soirée, back à back. Ouais. Ah, 100%. Il y a rien. J'avais l'impression d'avoir vécu tout ce que j'avais à vivre à travers 100%. Je pense que c'est quelque chose qui arrive quand même dans la vie des personnes qui je sais pas, qui apprennent à sortir à un certain moment donné. Puis là, à un moment donné, c'est tellement le fun. Mais comme tu viens de dire, à un moment donné, la liberté, à un moment donné, à s'effoire. Puis 100%. Ça devient juste du bruit. Puis en tout cas, fait que je pense que c'est arrivé, ces deux affaires-là ont coïncidé, puis je pense que je me suis rendu compte en même temps que ça me ralentissait puis me diminuait. Fait qu'il y a ça dans cette tune-là. Il y a d'autres affaires. C'est rare que j'écris une tune où le message est très clair. Ça reste comme... Souvent, ce que je finis par aimer, c'est quand ça veut dire plusieurs affaires, même pour moi. Là, ouais. Puis c'est comme un peu à l'interprétation de la manière dont tu te sens au moment où tu écoutes la pièce. Je pense qu'en plus jeune, c'était de quoi qui m'énervait, ça, là, ce discours-là, là, que tout le monde peut se projeter dans l'art, puis c'est ça qui est beau, puis c'est le fun quand c'est flou, puis c'était quelque chose qui m'énervait. Mais en vieillissant, finalement, je me rends compte que c'est vraiment ça que je fais, mais aussi que j'aime. J'aime ça, pouvoir m'approprier le message, puis réfléchir à ce que ça pourrait vouloir dire, outre ce que le créateur, lui, prétend que ça peut vouloir dire. Je sais ça. Mais ça mène vers des aventures. C'est beau, ça, t'écoutes quelque chose, t'écoutes une pièce, puis ça te fait vivre quelque chose qui devient personnel à toi. Genre. Je trouve que ça, c'est une belle manière, justement, de voir l'art en tant que tel. Fait que là, tu sais, je te dis ça, mais là, je repense, comme j'aurais pu donner une autre réponse. Mais en tout cas, il y a de ça dans Boucan. Puis Darvaza, faisons le même exercice. Darvaza, c'est un peu plus... Darvaza, c'est un... Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas raconté, mais si je me souviens bien, j'ai peur de faire des erreurs. Oh, mon Dieu, tout le monde va te taper les doigts. Là. Darvaza, je crois que c'est le village. C'est un village au Turkménistan, dans le désert du Karakoum. Il y avait des éléments qui t'auraient pu... c'est ça. J'ai peur de le... C'est pas une place que je connais bien. Je suis jamais allé. À un moment donné, c'est passé sur mon feed où je suis tombé là-dessus sur YouTube. Je me rappelle pas, mais en gros, c'est que pas loin de ce village-là, à Darvaza, il y a un cratère duquel émanent des gaz naturels. That's it. Des affaires chaudes. Il y a comme, exact. Puis il y a comme, je sais pas, 70, 50 ans, je sais pas quand, il y a des scientifiques soviétiques, si j'ai bien compris l'histoire, qui ont décidé qu'ils collissaient le feu dedans. Puis depuis, ça brûle non-stop. Puis ils appellent ça la porte des enfers. T'sais. Fait que Darvaza, c'est la porte des enfers. Fait que, il y a de quoi là-dedans, moi, qui me frappait de beaucoup de façons mon imaginaire, là. Fait que c'est devenu un lieu, c'est ça, là, un lieu mental, disons. C'est-tu le fait que ça brûle pour l'éternité? L'idée de la porte des enfers, l'idée que c'est un endroit super loin, dans un pays que je connaissais pas du tout avant. Tu sais, l'inconnu, le désert, là, tu sais, c'est tout, c'est ça, l'étranger, la peur aussi, I guess, je sais pas trop. Mais la toune, c'est parce que l'idée de la toune, c'est le sentiment de
de vouloir tout lâcher, qui est que j'apprends à penser que c'est peut-être à cause que je suis en burn-out depuis longtemps, finalement. Ça feel burn-out comme dialogue, là, comme discours, je veux dire. Mais c'est ça, l'idée de tout lâcher, puis partir, pas rien devoir à personne, coller son camp, quitte à faire, quitte à ce que ce soit une erreur, quitte à ce que ça te mène à ta perte. Juste genre s'en aller, devenir un peu maître de son destin, suivre une autre trajectoire complètement, changer, profiter, gaspiller, je sais pas. En tout cas, l'idée d'enlever le plaster d'une shot. Je l'exprime mal, j'ai pas... écoute, la meilleure façon que j'ai trouvé de l'exprimer, c'est Darvaza. Ouais, c'est ça. Bon, on va l'écouter, on va peut-être comprendre. Mais moi, je pense que le pire, c'est que c'est quelque chose qui me parle, cette pièce-là, parce que moi, c'est mon coup de cœur de l'album. Darvaza, en tant que tel, j'adore cette pièce-là, sincèrement. Je sais pas qu'est-ce qu'elle me fait, mais elle me fait quelque chose que j'aime bien. Donc, c'est très dansant. Ouais. Majeur rock, pentatonique, un peu. C'est une tune facile à aimer. Puis il y a un vidéoclip aussi, j'imagine. Oui, il y avait un vidéoclip. J'imagine c'est toi qui l'as réalisé. Ouais, exact. Avec pas de moyens puis 2 neveux ben willing. Ouais. Puis, tu sais, comme le résultat final, encore une fois, est magnifique également. Donc, merci. On va l'écouter. On va commencer avec la pièce Boucan de l'album Morceau et Darvaza également de l'album Morceau. Et puis ils suivent sur l'album en plus. Je sais. C'est une coïncidence complètement outrante. Tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir, c'est toi qui m'as envoyé les pièces. Mais on va passer. Bon, parfait. On va écouter les 2 pièces. Donc, Boucan et Darvaza de Bourbon. Bonne écoute. Merci. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Boucan et Darvaza de Bourbon. David Bourbonnais qui est en studio avec moi en ce moment. Cette année même, t'as fait paraître un documentaire qui s'appelle À bout de bras, la petite histoire d'un patrimoine festif. C'est un magnifique documentaire, sincèrement. Merci. Tout le monde peut aller l'écouter, c'est sur tout.tv actuellement. En fait, c'est un documentaire qui met en lumière la création du festif de Baie-Saint-Paul, les motivations derrière la création de cet événement majestueux-là. C'est ça, ses modifications, son impact socio-culturel sur la région, c'est vraiment un magnifique documentaire. J'aimerais ça juste, tu pouvais nous décrire les grandes lignes en fait du documentaire, juste pour que les gens puissent voir qu'est-ce qu'il s'agit. Tu l'as bien dit, en fait, c'est un documentaire qui utilise la 13e édition. Ouais. On est allé... Ça, c'est en 2023? En 2022. OK. La 13e édition, si je ne m'abuse. C'était une édition où ils sortaient, eux, du COVID. Le COVID, eux, ils n'ont pas arrêté une seconde. Là. Ils ont fait des tournées de portes, ils ont fait des écoles. Ils n'ont pas chômé. Là. Ils ont continué à faire de la programmation de spectacles. Ouais, il y avait quand même un genre de festival. Ben, ils faisaient des trucs à l'année. Ils essayaient de garder, de donner de la job aux artistes, de rester pertinents en tant que diffuseurs culturels. Ils ont fait toutes sortes d'affaires. Ils ont juste pas arrêté. C'est bon, ça. Puis là, sont arrivés. Donc, on arrive en 2022. C'est la première édition là, où ils peuvent arrêter les affaires là, c'est des foules, c'est open, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de, c'est comme, mais le COVID existe encore. Ouais. C'est encore au-dessus de leur tête pour ce qui est de l'équipe, en tout cas. Des festivaliers, les bénévoles, toute la... C'est comme une édition attendue, c'est ça. Ouais. Ils ont beaucoup de pression sur les épaules, mais tu sais, dans le documentaire en tant que tel, vous abordez pas ce sujet-là. Non, finalement, on n'est pas allé complètement là pour plein de raisons. Là. Mais finalement, c'est ce qu'on nous a dit, en tout cas, c'est ça. Après ça, créer un film, hein, c'est pas juste mes sensibilités. Il y a plein de gens qui se rassemblent autour de ça. J'imagine. C'est une vérité collective. C'est peut-être pas toujours le cas, mais dans le cas de ce documentaire-là, c'était ça. Tout ça pour dire, je prends beaucoup de temps, là. Fait que donc, cette édition-là, qui était la 13e, coup du hasard, c'est vraiment mal déroulé, puis c'est la première fois que ça allait mal. C'était à cause de la température. Exactement. En fait, ils ont eu des orages électriques. Vous êtes obligé d'évacuer des affaires de même, là, quand il y a des éclairs. C'est ça que je me suis fait compter, moi, par après, là, mais les orages arrivaient tout le temps au moment des scènes principales, qui sont, de ce que je comprends, quand même, une genre de vache à lait, puis c'est des shows qui coûtent le plus cher. Puis là, je dis ça sans connaître les chiffres, je suis pas dans l'organisation, mais fait que c'était quand même vraiment violent pour eux d'un point de vue humain. Puis tu sais, eux, ils passent l'année à s'imaginer leur show de rêve sur la grosse scène, puis là, ils veulent le voir. Puis là, tu sais, en plus de la déception
des festivaliers, puis probablement des coûts économiques. En tout cas, puis là, il était, comme je dis, déjà brûlé, moi, je pense, de 2 ans, pas facile pour personne. Ouais, à bout de bras. Exactement. Fait que ça a été une année super difficile. Fait qu'on suit cette année-là vraiment, finalement, en catimini. Puis ça devient une genre d'excuse pour parler des débuts du festif. Fait qu'on parle... Parce que comme ça que c'est structuré un peu, tu sais, t'as comme le avant qui se trouve avec comme un peu la frénésie du... tu sais, comme on voit les enfants, tu sais, qui ont comme « Ah, j'ai hâte d'aller voir ce spectacle-là. » Puis là, pendant ce segment-là, tu vois aussi un peu comme l'histoire de comment le festif s'est créé. Ouais. Là, t'as comme le segment central où est-ce que là, le festif est là en ce moment. Là, c'est toute l'administration, la coordination de tous les spectacles, machin. Puis la fin, que c'est la fin du festival. Là. C'est ça, exact. La fin de ce festival-là, puis on connaît maintenant la diégèse de cette affaire-là. C'est ça. Juste, où je voulais m'en venir tantôt avec les orages. Oui. J'ai perdu mon fil en jasant. Ce que j'ai appris, l'année où ça s'est passé, à Québec, durant le Festival d'été de Québec, il y a 2 techniciens de scène, durant les mêmes orages, qui sont décédés parce que la foudre a frappé une des structures. Puis suite, le festif, eux, ils ont décidé d'annuler les shows, de sortir tout le monde, ce qui était crissement la chose à faire. C'est ça qu'il faut faire. Je me suis fait dire, j'ai pas vérifié cette affaire-là, mais ça a l'air que suite à ce désastre-là, ce drame-là des 2 techniciens, je pense que c'est le refrain, là, le regroupement des festivals au Québec. Là, en tout cas, je sais pas trop. L'acronyme qui fait refrain, c'est? Ouais, je sais pas trop. En tout cas, les festivals ont décidé de mettre en place des nouvelles réglementations, des nouvelles lois. Puis à cette heure, ils annulent les shows. Ils prennent plus de chance, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est tout ça pour dire que c'était une année particulière qui a été aussi charnière à plein de niveaux, puis qu'ils ont bien fait d'annuler des shows. Parce que oui, tu sais, tu te dis comme, ben là, franchement, de la pluie, machin, mais Chris, tout le monde est mouillé. Il y a des structures en métal super hautes, puis là, t'as des orages électriques. C'est littéralement dangereux. Ça peut. En tout cas, c'était ça ma parenthèse. Puis là, pour revenir, c'est ça. Fait qu'on part de la diégèse, on aborde un peu ce qu'il y a eu avant, parce que pour moi, ce qui est important avec le film, c'était de montrer, oui, les bons coups du festif, puis de montrer à quel point c'est exceptionnel dans le sens d'une exception, mais aussi que ça n'a pas besoin d'être ça. Que c'est quelque chose que quelqu'un pourrait reproduire dans son patelin. Moi, j'avais le goût que dans 20, 30 ans ou maintenant, quelqu'un qui voit ce docu-là se dise « Chris, on en porte-tu un festival, nous autres, avec, dans le fond? » Puis là, eux, c'est parce qu'ils ont eu des genres de conditions gagnantes, puis notamment, c'est que dans leur histoire à eux, il y a eu beaucoup de festivals, puis de... C'est ça. Il y avait vraiment... Qu'est-ce que j'avais l'impression de voir et de comprendre, c'est qu'il y avait vraiment comme un historique de collectivité autour de l'événementiel, le spectacle, la musique, au Festif de Baie-Saint-Paul depuis des années et des années. Exact. Puis ça, moi, j'ai pas pu l'aborder non plus, parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Il y a tellement d'affaires qu'on n'a pas comptées qui sont hyper intéressantes. Là, si quelqu'un veut aller en faire un autre sur le festif qui vient de me jaser, j'ai plein d'affaires, plein de perches puis de directions à pointer. Mais Baie-Saint-Paul, à la base, c'était l'endroit où ils formaient les sœurs. Il y avait comme une maison mère de sœurs. Des sœurs de partout au Québec? Ou? Ouais, je pense qu'ils allaient être formés là, puis après ça, ils s'en allaient servir dans les régions. Si j'ai bien compris. Là, encore une fois, là, c'est des affaires qu'on m'a racontées qui ont frappé mon imaginaire, mais le détail historique de la patente, je le maîtrise pas. Puis il y avait un hôpital pour cas exceptionnels, là, mettons des gens avec des retards intellectuels ou de la maladie mentale. Puis ça donne l'impression... Baie-Saint-Paul a vraiment une aura? Oui, mais oui. Je sais pas de m'en aller. Non, je sais. C'est pas de m'en aller. On a un rapport très particulier avec l'Église catholique, je trouve. Puis là, tu sais, j'ai peut-être pas assez voyagé à travers le Québec et tout, mais il me semble que de façon générale, les Québécois sont fiers d'être maintenant athées, puis ils en ont un peu... ils en veulent à l'Église catholique de plein de choses. Puis j'ai l'impression qu'à Baie-Saint-Paul, l'Église catholique a été bienfaitrice, ça se dit-tu? Ça, en tout cas, a été... bénéfique à la... Ouais, bénéfique. En tout cas, on bâtit des affaires, on transmet des bonnes valeurs, Puis c'est drôle parce que, là, une autre anecdote rapidement, là, ta coupe Proust, ça t'intéresse pas, là, mais... moi, je vais au festif depuis peut-être la 4e ou 5e édition, puis tu sais, dès le début, il y avait comme des shows dans le sol de l'église. Fait que moi, quand je me suis approché de Clément puis Anne-Marie au début, j'étais comme, si vous avez le droit de faire des shows dans le sol de l'église, c'est fucké quand même. Puis là, il me contait que le prêtre de la place était vraiment cool, que c'était un prêtre qui aimait le métal, qui avait un char, genre une Cadillac jaune, puis il écoutait du Metallica dans le tapis. Ça, c'est une très comme un belle prêtre image. Cool, tu sais, ouais. Puis là, j'étais comme, c'est fou. Puis là, j'ai vécu avec cette affaire-là jusqu'au tournage de ce docu-là. Puis là, à un moment donné,
je parlais avec, je me rappelle plus c'était qui, une intervenante. Puis là, elle me parle du prêtre, tu sais. Elle me dit, le prêtre, quand j'étais jeune, là, il faisait des messes dans le sous-sol, puis là, il décortiquait les tunes de Metallica, puis il était cool, le bonhomme, tu sais. Il y avait un gros troc rouge, puis là, j'étais comme, OK, là, je la laisse parler. Puis là, après l'entrevue, je dis comme, c'était pas une Cadillac jaune qui chauffait? Là, elle a dit, non, il y avait un gros troc rouge, non. Puis je suis comme, OK, moi, je me suis fait dire l'inverse. Puis elle a dit, toi, tu parles du curé de Baie-Saint-Paul, moi, je te parle du curé de telle autre municipalité à côté. Puis là, j'étais comme, attends, là, vous aviez deux prêtres qui tripaient sur le métal, puis qui drivaient des chars, genre des gros funky, chars, nice. Puis elle était comme, c'est vrai, j'avais pensé à ça de même, mais oui, on avait ça. J'étais comme, c'est la meilleure tellement place. bizarre. C'est la meilleure place. Ouais, c'est super bizarre. En tout cas, je l'imagine le prêtre avec les grandes chaînes. Les grandes chaînes. Non, il était tout petit, il était mignon, puis il était fin. Il l'est encore, je pense pas qu'il est décédé, mais ils ont changé de prêtre. Là, ouais, OK. Y a-t-il encore un char, l'autre? Ça, j'y souhaite. On espère. Mais en vieillissant, à un moment donné, il ne faut plus conduire. Il y a ça, mais là... à un moment donné, il faut plus. Grosse Cadillac. Peut-être qu'il l'a encore puis il la chauffe pas. T'sais. Peut-être c'est un char qui se conduit tout seul. Là. Ça, man, ça, on c'est... se le souhaite. Christian money. On se le souhaite. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que oui, ils sont tributaires d'un historique puis de plein d'affaires. Ouais. C'est vraiment des jeunes qui ont les valeurs à la bonne place, qui font ce qu'ils font pour les bonnes raisons, qui n'ont pas mis de côté toute la municipalité autour, ils les ont inclus. Ils n'ont pas fait ça malgré la population. Ils ont fait ça grâce à la population, avec la population, avec l'accord de la population. Ils ont toujours travaillé dans le même sens que tout. Ouais. C'est pour ça que les artistes trippent sur Baie-Saint-Paul. Après ça, c'est sûr que c'est un village magnifique. Puis c'est le concept du festival, le fait de avoir genre une multitude de scènes à des endroits très inusités, comme dans les champs, dans les sous-sols d'église, dans les rues. C'est comme partout dans la municipalité. Puis justement, il y a un segment dans le documentaire où est-ce que je pense que c'est le fils et la fille de l'ancien maire, de Baie-Saint-Paul, que justement, là, c'est quand les jeunes, avec le projet de créer le festival, ils voulaient le rendre dans la ville, mais là, ça, fallait que ça passe comme le verdict de la municipalité ou je sais pas quoi. Puis là, il avait fallu justement qu'ils votent pour faire ça. Apparemment, ça avait été vraiment compliqué pour que ça puisse passer, pour pouvoir faire le festival dans la ville, mais que éventuellement, justement, il avait réussi à passer l'autorisation. Je trouvais ça beau, justement, de voir toute cette population-là qui viennent comme backer un projet de jeunes, tu sais, dans une municipalité que... Je sais pas. Tu sais, on a tendance à penser que, tu sais, comme les petits villages, les endroits reclus, les endroits qui sont aussi, genre, très, très religieux, où est-ce qu'il y a un grand bagage religieux derrière eux, qui peuvent peut-être avoir comme des valeurs peut-être un petit peu plus fermées, conservatrices, mais là, justement, qu'ils soient capables d'aller comme renverser ça et de rendre plaisant, puis que tout le monde comprenne finalement que c'est une super bonne idée, genre. Je trouvais ça tellement beau. C'est ultra cinématographique, là. C'est tellement beau. Ça s'est déroulé. Mais ça aussi, comme tu dis, je trouve ça riche en apprentissage, puis tu sais, comme ça a failli pas passer. Ça aurait pu ne pas passer, le festif aurait pu ne jamais exister, puis il y a plein de gens qui étaient les détracteurs du festif à cette époque-là, qui aujourd'hui en raffolent, tu sais. C'est comme une affaire, à un moment donné, de faire confiance aussi aux jeunes, puis de s'approprier ces initiatives-là culturelles, puis de... Je trouve c'est ça. On est rendu aussi... c'est d'autant plus... Je pense qu'ils ont aussi eu la chance, moi, avec du recul, d'avoir fait ça au moment où ils l'ont fait. Je pense qu'aujourd'hui, partir à un festival, tout le monde est déconnecté. Ironiquement, à cause des téléphones puis des applications. Tout le monde a tout sur le bout des doigts. On a tellement de contenu, on se fait garager tellement d'affaires qu'on s'arrêtait pour écouter un disque. Là, s'arrêter vraiment écouter un disque puis donner 2-3 chances. Puis genre de s'y attacher puis d'être curieux du pourquoi nos amis ont trippé sur tel album. C'est de plus en plus... Moi, mes amis, même musiciens, ils me parlent pas de disques, tu sais. Ils me parlent de séries télé. Tout le monde parle de Netflix, tout le monde parle de séries télé. T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ce film-là? Ou un extrait de comme une chanson de... Tu sais, des affaires de TikTok, des affaires comme ça, où est-ce que c'est comme c'est même pas un 30 secondes de musique d'une tune figurant sur un album, une tune de genre 3 minutes, genre, mais finalement ça se rabaisse à genre 30 secondes. Ben c'est ça, on a de la misère, puis c'est normal qu'on ait de la misère, on est dans une avalanche de contenu perpétuel, tu sais, avant, on se partageait nos CD, tu sais, genre, je me rappelle, là, c'est ça, je sonne déjà comme un vieux, je le suis, tu sais, faut croire, mais... C'était des ressources limitées, nous autres. Là. C'était genre, t'achetais un album, s'il était pas bon,
tu lui donnais quand même 15 chances, tu sais, parce qu'il t'avait coûté fucking 30$ au HMV, pis t'étais genre... Très, très genre, vrai, je vais lui donner une crise de chance, tu sais. Ouais. Puis s'il était pas bon, ben t'en riais, puis ça faisait quand même, ça finissait par faire partie quand même de ta... Mais tu l'ajoutais quand même sur ton iPod parce que t'allais le faire graver, le mettais sur ton ordi. Puis t'étais comme, ça, j'achèterais plus ça, tu sais. Puis là, tu t'en parlais à tes amis, puis là, tes amis, ben là, tu leur passais, puis là, c'était comme, bon, cette band-là est vraiment poche, tu sais. Puis là, tu te crées une identité aussi autour de ça, puis là, ça renforçait de l'autre côté l'amour de d'autres musiques. En tout cas, tout ça pour dire, je pense que c'est tough d'attirer maintenant le monde autour d'un festival. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui a réussi justement à mettre comme le feu à cette allumette-là qui était le festif, parce que on dirait que c'est le tracé parfait, genre, tu sais, tout à l'heure on parlait genre de comme, un premier jet, ça peut jamais être parfait. Là, on a quasiment un contre-exemple, tu sais. Ben, eux, ils avaient non, fait mais mettons, leur première genre. Édition, ils ont pas eu les Cowboys fringants. Oui, c'est ça. Ils ont réussi à faire des affaires incroyables, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu froid aux yeux puis ils ont approché le bon monde. Puis, tu sais, oui, ils ont eu de la chance, mais aussi, je pense, ils l'ont juste fait, tu sais. Ouais. Au pire, les Cowboys n'auraient pas été là. Le festif aurait sûrement quand même... Je pense pas que ça leur aurait rien floppé, tu sais. L'année suivante, ils se seraient essayés quand même avec des gros noms. Ils se seraient dit, tu sais, mais ça a marché. L'année passée, on est rentré dans notre argent puis on pourrait bien... Tu sais, je pense que ça l'a évolué quand même, tu sais. Mais chose certaine, moi, dès les débuts, quand j'allais au festif, j'étais proche de l'organisation. Je travaillais pour le festif. Puis j'étais festivalier en même temps. Puis tu sais, mettons, en tant que festivalier, depuis que j'y vais, moi, en tout cas, tu passes comme du beurre là-dedans. C'est magnifique, c'est bien foutu, les gens sont respectueux. Puis après ça, là, on souhaite que ça reste de même, là. Plus ça gagne en popularité, plus t'as de chance que c'est ça, t'as des gens qui aillent là pour les mauvaises raisons, qui soient juste curieux puis qui veulent aller s'intoxiquer puis faire du trouble, tu sais. Mais tout ça pour dire, en tant que festivalier, moi, depuis que j'y vais, c'est nickel, tout va bien. Derrière les rideaux, c'est plus le cas maintenant. Les premières éditions, tu sais, des fois, c'était comme, t'es un peu broche à foin, mettons. Fait que ce que je veux dire, on apprend. Ben, exact, tu sais. Fait que ce que je veux dire, c'est que même, faut pas s'arrêter, tu sais. Ce festival-là est riche d'apprentissage pour tout le monde, je pense. Il y avait valeur à bonne place, les oreilles ouvertes, le cœur ouvert, puis... C'est ça aussi qui était très, très beau, et je trouvais qui était aussi, encore une fois, touchant le documentaire, c'est que ça vient tellement d'une bonne place. Tu sais, t'entends comme... je me souviens plus le nom du fondateur. Clément Turgeon. Clément Turgeon et Anne-Marie. Justement, il parlait de ça, puis il disait justement, tu sais, comme lui, pourquoi il fait ça, c'est pour justement permettre aux artistes d'être entendus et que le public puisse découvrir la musique, genre. Puis ça, c'est des valeurs qui sont tellement belles dans un monde, justement, où est-ce que tout est rapide, tout est comme prédigéré, mais là, c'est vraiment comme ouvrez-vous à genre qu'est-ce qui se fait ici, puis c'est comme... Puis ailleurs aussi, Clément, là, je dis Clément, toute l'organisation, mais je pense que ça part beaucoup de lui, mais il aime ça faire découvrir des trucs, des propositions internationales aussi. Il fait venir du monde de vraiment loin, là, puis l'année que nous, on a shooté, il y avait l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, là, qui était un show. C'était vraiment une expérience à vivre live. Là. Le band est bon sur album aussi, mais... Puis je pense qu'il y est pour beaucoup, tu sais, parce qu'un coup que lui, il a voulu les faire venir, il a parlé à d'autres diffuseurs, puis là, ils se sont bookés une petite tournée, tu sais... je sais pas si c'était canadienne ou québécoise ou whatever, ça, ils se font un nord-américaine, mais c'est ça, tu sais, comme il crée aussi, tu sais, cette année, il y avait Bombino, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment l'amour de la culture, puis du partage, puis de... C'est fou. C'est vraiment... C'est surtout magnifique. En tout cas, très, très beau travail pour ce documentaire-là. Tout le monde allez regarder ça. C'est vraiment un bon documentaire. C'est pas long, je pense que c'est genre 40 minutes, là, un truc comme ça. On l'a réduit format télé. C'est plus un moyen. Ben, ça s'écoute super bien. C'est la courbe d'intensité, j'arrête pas. Je parle tout le temps de courbe d'intensité, mais c'est juste, je trouve la courbe d'intensité est bien faite. C'est un bon documentaire, c'est touchant. Il y en a pour tous les goûts, c'est magnifique. Puis là, juste pour faire une petite transition, c'est quoi ton plus beau souvenir du festif de Baie-Saint-Paul? Du festif tout court? Tout court. Tabarouette, il y en a bien trop. Ben, mettons un ou deux, là, je sais pas. Ça n'a pas besoin d'être le meilleur non plus. Ça peut juste être un fun. Il y a un moment qui me vient en tête, c'est clairement pas mon plus beau moment, là, mais dans le sens où c'était c'est pas intéressant à raconter, peut-être. Moi, je suis là. Attends, là. Moi, je suis là, toi, t'es là. C'est parce que
Ouais, c'est Il ça. fait beau, c'est des beaux spectacles. Ouais, c'est ça. Puis c'est parce que pour moi aussi, moi, je suis quelqu'un de très festif, là, sans mauvais jeu de mots, dans des contextes de même. Fait que, c'est ça, je fais pas mal de party. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de moments savoureux que je sais pas si je suis game de dire ça. On n'a pas besoin d'aller là. Pas que j'ai fait du vandalisme ou que c'est cochon ou c'est juste, tu sais. J'étais intoxiqué, là, c'est pas glorieux. C'est quoi, sinon, mettons, ton meilleur spectacle que tu as vu au Festival de Baie-Saint-Paul? On va y aller. C'est une bonne question, mais la réponse facile, ça serait Alex Burger et ou Mon Doux Seigneur, parce qu'ils sont là à tous les années. Ouais. C'est eux que j'ai le plus vu. Ben, il y avait le show de Lydia Kipinski dans le sous-sol de l'église il y a une couple d'années. C'était insane. Moi, je trashais comme un malade avec un de mes amis. J'ai dansé tout le long. J'ai tellement eu de fun. Puis dans le fond, j'avais 5 de mes amis qui avaient les bras croisés de même. Puis qui checkaient les jambes un peu écartées. Puis qui checkaient le show de même. Qui n'ont pas bougé, je pense, de tout le set. Mais j'étais comme, mon Dieu, ils appognent pas pantoute. Ils s'emmerdent ben raide. Puis on est sortis dehors. Puis ils sont tous venus me voir. Ils ont dit, c'est le meilleur show que j'ai vu de ma vie. il était. OK, le body language, il était pas. Il était pétrifié tellement c'était bon. Il était absorbé par ce qu'il voyait. C'était crissement bon, ce show-là. Puis, mais il y en a eu tellement. C'est dur à dire, mais. Ouais, mon doux dans le dépanneur, le feu dépanneur, c'était bon, ça. Le feu dépanneur, il y avait des spectacles dans un dépanneur? Ouais, il y avait un dep qui vendait de la bière de micro sur la rue, juste à côté de tout le spot. Il y avait un stage dans le dep? Ouais, ils ont décidé qu'ils faisaient un show sur le comptoir du dep, tu sais. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Ouais, ça, c'était bon. Les shows de Sainte-Flatande, les shows au bout du quai, j'ai vécu plein de beaux moments vraiment touchants. Le show du Bar Le Noir, il y a 2 ans. Il y en a trop. Ouais. Mais il y a vraiment des belles shit, justement, tu sais, comme là, t'en parles. Puis là, ça va peut-être être un blasphème. Moi, j'ai jamais été au Festival de Baie-Saint-Paul. OK. Fait que. Ben, quand tu iras, tu seras heureux. Hein? J'imagine bien. Tu m'appelleras, je te donnerai mes recos. Ouais. Plein de bons spots pour se baigner que personne connaît. Ah. Moi, j'essaie. Mais c'est ça qui était le fun dans le documentaire, c'est aussi de voir les scènes, tu sais, comme tous les différents endroits. Justement, tu parles du bout du quai, il y avait une shot où est-ce que c'est un spectacle de, je pense que c'est Lou Adrian qui faisait un show au bout du quai. Il y avait des spectacles, Petit Béliveau, que c'est comme quoi, c'est dans la rivière, genre. Ouais, la Sainte-Flottante. C'est le fun, c'est beau, ils genre. l'ont plus refait, par exemple. Je pense que. Ça avait l'air fun en tabarnouche, par contre, là. Ouais. Ça avait vraiment l'air fun. Ouais, c'était quelque chose. Ça, j'aurais voulu être là, genre. Je voyais la scène, j'avais comme soif. J'avais envie d'aller me baigner. Ben oui. Non, c'est vraiment, c'est ça. C'est un très, très beau festival. Une très, très belle, que de belles expériences, là. On va y aller avec un nouveau segment musical. On va écouter 2 pièces que tu m'as référées. OK. Il y a Nodule Noir de Du. Ben oui. Du en fait, t'es aussi qui est Étienne Dupré, que j'ai reçu, en fait, en entrevue avec son band, avec Zeus, en fait, ouais. Puis, Dormir. Des bons fanfarons, eux autres. Hein? Ouais, c'était un bel épisode. Ils sont drôles. C'était vraiment le fun. On a parlé de céréales pendant, je pense, 15 minutes. Sinon, il y a la pièce aussi Dormir de Jonquille, qui également, j'ai eu la chance, Jonquille, de la rencontrer dans son passage à l'émission avec Oui Merci, bien entendu, le band Oui Merci. Oui. Je me demandais pourquoi avoir choisi ces pièces-là, de quelle manière elles t'ont inspiré? Hey, pourquoi pas? Ça, c'est une très bonne réponse. Nodule Noir, ça m'est venu vite quand tu m'as dit... quand tu m'as demandé des trucs. Inspiration franco. Ouais. Moi, c'est ça, je demande. Je suis redevenu... je suis retombé dedans il n'y a pas longtemps, l'album de Mon Dupré. Très bel album. Nodule Noir, j'étais supposé... J'avais le projet de faire un clip pour ce tune-là. OK. Puis c'est une idée de clip que je chéris encore, mais là, ça verra jamais le jour. Ça coûterait de l'argent. Puis là, tu sais, ce cycle d'album-là, il finit. Il y a pas, tu sais. Ouais. Je vois pas comment que ça se pourrait, mais mettons, je chéris encore cette idée-là de clip. Ben, puis là, souvent, je l'écoute, puis je suis comme, elle est tellement bonne, cette tune-là. Mon clip, c'est vraiment une bonne tellement bon. Ça peut-être pour un projet futur, un prochain album de la part de Dieu. Parce qu'il y a tellement d'affaires. Ouais, c'est ça. Peut-être que je pourrais recycler l'idée avec une autre tune, mais c'est parce que ça marchait bien avec une Nodule Noire. Ouais. Mais c'est ça. Puis c'est une tune qui est grinçante, on dirait que c'est un euphémisme, là. C'est dark. Ça fait une drôle de sentiment que ça donne, cet album-là, au complet, là. Ouais. Genre de... Il y a beaucoup de beauté à travers tout ça. Absolument. J'adore ce qu'il fait. Je trouve qu'il a pogné, là, il a vraiment pogné une belle... il y a un bon élan, là. Ouais, j'ai hâte d'entendre la suite. C'est très original, c'est très bon dans la manière que c'est fait. Mais je trouve vraiment que c'est original dans la manière que c'est exécuté. Ouais. Et c'est bon, c'est ça qui est le fun. C'est tout ce que tu dis. C'est vrai. C'est un coup de maître. Puis Jonquille... belle pièce que je connaissais pas, en fait. Ben, moi non plus, je la connaissais pas. Puis je l'ai entendue à la radio il y a comme une semaine.
Puis je trouvais que ça sonnait comme Mathilde. J'étais genre, hey, mon Dieu, c'est qui ça? Ouais. Puis je me suis dit, elle chante comme Mathilde. Mais finalement, c'était elle. Puis je la trouve malade, cette tune-là. Ouais. Je sais pas, j'ai rien à raconter. C'est juste, elle m'a ému. C'est rare que je suis ému. J'étais en char tout seul dans ma vieille van de LED dans le trafic. Puis soudainement, ça m'importait plus. Fait que ce sont de belles découvertes musicales. Fait qu'on écoute. On s'en va écouter ça. Tunes. Quand même en... Très opposé. Ouais. Très opposé. On va commencer avec genre un truc qui est un peu comme... Puis après ça, on va réatterrir en douceur. Voilà. Donc, on s'en va écouter Nodule Noir de Du et Dormir de Jonquille. Bonne écoute. On est de retour? Non, mais OK. Ben, c'est ça pour vrai, tu sais. Oui, c'est correct. On est de retour. On vient d'écouter Nodule Noir de Du et Dormir de Jonquille. Je suis présentement en studio avec David Bourbonnais de Bourbon, du projet musical Bourbon. Donc, comme on en a discuté précédemment, tu as fait paraître ton album Brouillon, ton EP, Brouillon en 2019, puis Morceau en 2024. Ces deux projets-là, en fait, c'était... c'est la première fois que tu allais comme en carrière solo. Genre que tu allais faire tes propres tunes à toi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe. Là, j'avais lu quelque part que avant tu étais dans un band qui s'appelait Garnotte. Ouais, exact. Je me demandais, qu'est-ce qui t'a poussé à comme te sortir d'un band et faire de la musique plus solo? Ouais. C'est une bonne question. Garnotte, c'était c'était comme un vieux projet. On a fini par sortir un EP. Ça a eu d'autres noms. Avant ça, c'était un band de cover, de très 70s. Là. C'est comme mon band d'ado, jeune adulte. OK. C'est des gars avec qui j'ai joué vraiment longtemps, là, puis que j'adore, puis avec qui c'était le fun de jouer. Puis il y a eu des rotations de musiciens. Il y a du monde qui sont greffés, qui sont partis, là, mais le noyau dur date de mettons, quand j'avais 15 ans. Puis, à un moment donné, c'était quand même moi qui amenais les tunes, mettons, dans Garnotte. Mais tu chantais-tu? Je chantais aussi. OK. Je pense que j'étais arrivé au bout, moi, de cette affaire-là. Je pense qu'il y a pas d'autre. Je pense que c'est juste ça. J'étais comme tanné de devoir réfléchir à comment... Je grattais de plus en plus à la guitare acoustique. Moi, je me suis tanné vraiment vite des effets. Parce que je trouve ça... Je deviens super picky. Je suis très, très capricieux sur les délais, les reverbs. C'est tellement cher. C'est juste plus simple de pas avoir rien. J'ai pas cette patience-là. J'ai pas l'argent. Ça m'énerve. Là. J'ai ça entendre des pédages. Tranquillement, ou ça en habitant en appart avec des colocs, tu sais, devoir se déplacer pour jouer de la guitare, moi, c'est pas mon fort. Là. Moi, je joue quand sur ça le coin tombe, d'une table aux toilettes. Tu sais, je suis comme, faut que je gratte quand faut que je gratte. Fait que la guitare acoustique, c'est comme imposé. Puis à un moment donné, ce qui sortait de mes doigts, c'était à l'acoustique. Fait que là, rajouter là-dessus un Leslie de l'orgue, une autre guitare électrique. Il y a comme, à un moment donné, j'en voulais plus tout ça. Une simplicité puis une rapidité, genre, qui vient avec justement les instruments acoustiques. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, me casser le basic. Puis je pense que je me suis mis à aimer aussi ces sonorités-là pour plein de raisons. Qui s'expliquent pas vraiment, je pense. Puis d'un autre côté, la plupart des tunes, il y en a qui sont retrouvés sur morceaux même aussi, mais les nouveaux riffs que j'amenais, les gars, ça les intéressait pas plus qu'il faut, tu sais, je leur montrais, puis c'était comment, c'est pas trop mon vibe, ou je sais pas quoi jouer dessus. Ou alors, genre, en plus, là, tu te butes ça avançait comme pas, fait que là, je me suis retrouvé avec des compositions que je pouvais pas amener à Garnotte, que j'aimais, que je travaillais malgré moi, c'était même pas, Ouais. Parce que c'est ta passion. À un moment donné, j'ai eu une entrée d'argent qui était pas prévue, puis j'avais fait des champignons magiques quelques jours avant, je me rappelle plus exactement. Puis j'avais eu une genre d'épiphanie sur le fait que ce qui m'importait, moi, dans la vie, c'était de faire des projets. Puis je trouvais que c'était ça, le sens de la vie, là, en gros guillemets. C'est ça qu'on n'arrête pas de parler depuis le début de l'épisode. Puis d'une certaine manière, c'est quand même vrai. C'est ça qui motive ta croissance à travers l'existence. Absolument, là, si absolument. on est tombé dans absolument. La philosophie. C'était trop bien. J'ai-tu fait du moche, moi? Ouais, t'es contact high. Ouais. Non, mais... Elle file bien, la table, hein? Ouais, cool. Ouais, super cool.
Qu'est-ce que je disais, moi? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu cette épiphanie-là. Là, j'ai eu mon entrée d'argent. Fait que là, rapidement, j'ai appelé JB. J'ai comme monté le EP rapidement. Puis j'ai aimé l'expérience. J'ai aimé les portes que ça m'a ouvert. Puis là, tu sais, on aurait essayé, on aurait jamais avec Garnotte durant la pandémie. C'est ça. Hein, je pense que this ship has sailed. Ouais. Puis il y a plein d'affaires que je m'ennuie de ce temps-là, puis de voir ces gars-là de façon hebdomadaire, puis de... Mais à un moment donné, c'est ça. Là. Mais c'est la vie. Puis c'est... Ouais. Tout simplement. Ouais. C'est correct comme ici. J'ai des faire mes affaires. Puis ben ouais. Puis là, je dis ça. Je l'ai fait jusqu'à... C'est la vie, on fait ces petites affaires. On travaille dans la vie. C'est ça qui se passe. Quelque chose que j'ai trouvé drôle en faisant des recherches sur toi, c'est que t'avais un compte IMDb. Puis tu sais, je veux dire, c'est rare. J'ai ça? Ben, il semblerait-il. Puis il est chill, là. Ouais. Je veux dire, il n'y a rien de gênant là-dessus. Il y a quoi là-dessus? Il y a le killing. Ben, en fait, il y a une couple d'affaires, mais entre autres, il y avait Club Soli. Oui, ben oui. Ben, moi, j'ai été surpris de... Ben, premièrement, c'est rare que, mettons, quand je google un artiste, ben, tu sais, moi, je focusais comme un peu sur l'aspect musique du truc. Puis là, tu sais, je tombe sur un IMDb qui se trouve à être un site de... Je sais même pas c'est quoi exactement IMDb, c'est juste comme un genre de LinkedIn. C'est un répertoire de personnes en cinéma, genre? Ouais, that's it, je pense. C'est comme qui a travaillé sur quoi, à titre dès que c'est... Je sais pas qui rentre ça. Je pense que tu peux le faire toi-même, là. Je pense que tu peux aller sur... D'après moi, tous les trucs IMDb que j'ai, c'est des prods ou des individus qui ont décidé de rentrer sur IMDb les informations. Metadata, mettons, du film, puis qui a fait quoi. Mais tu sais, des photos. Tu peux mettre des trivia, tu peux mettre des. Tu sais, comme tu peux. Ah bon. Je pense que tu peux l'alimenter en tant qu'individu aussi. Sûrement qu'il faut que tu te. En tout cas, je sais pas comment ça marche. Je suis jamais là-dessus. Là, j'étais sur ton IMDb, puis il était marqué Club Soli, puis là, j'étais genre, là, c'est quoi qui se passe, là? T'as fait Club Soli? Ouais, j'ai fait les 3 saisons de Club Soli à titre de monteur. Ah, ok, c'est ça l'affaire. Ouais. Est-ce que c'était drôle? Oui, ben oui, c'était vraiment une belle gig. C'est le fun de monter? Ben, des projets de même, oui. OK. Ben, monter, oui, c'est le fun. C'est juste, moi, je connais pas ça, c'est loin de ma réalité. C'est super le fun de monter, c'est une belle étape. Il y a beaucoup d'humour dans le montage, non? J'ai l'impression, tu sais, je m'explique. Le rythme dans, mettons, une série, dans quelque chose d'humoristique, le rythme va vraiment créer l'humour, selon moi. Là. Oui. Mais là, est-ce que toi, t'as la liberté de monter à ta manière ou genre... Ben, tu sais, mettons, parce qu'après ça aussi, moi, je suis quelqu'un qui... Je pense que j'ai été contaminé trop jeune là, par Jean-Thomas Jobin, les Denis Drolet, puis toute cette vague-là d'humoristes. Moi, je trouve ça drôle, les affaires qui tombent un peu à plat puis qui sont slow, mettons. OK. Fait que souvent, quand je travaille en humour, ben, les réals, ils me demandent de revisser mes affaires. Tu sais, c'est pas un problème pour moi, là. Non, je suis capable de l'habiliter rapide puis que ce soit drôle. Je le comprends, ce vocabulaire-là. Ma sensibilité va rarement là. Mais t'as raison, que ça a un énorme impact sur comment la joke va être transmise et perçue. Et, j'ai travaillé beaucoup avec Alec Pronovo, là, qui en a réalisé tellement, là, mais en tout cas. Mais qui fait beaucoup d'humour. Presque, j'ai le goût de dire exclusivement ça. Puis souvent, c'est ça. Lui, il a son timing comique très... défini, puis rapide. Puis il a raison. Mm-hmm. Moi, il y a eu plusieurs fois où, en montant pour lui, j'étais comme, Alec, tu sais, je sais pas, OK, on va l'essayer. Puis avec du recul, je suis tout le temps, ben oui, c'était ça qu'il fallait. Il fallait que j'enlève les 4 frames, que moi, ça me faisait rire, qu'il hausse les sourcils avant. Là, non, mais tu sais, le petit haussement de sourcils, des fois... C'est ça, t'as des déformations professionnelles, là, tu te mets à t'attacher à des affaires qu'ils n'ont pas vraiment raison. Il y a juste toi qui remarques, tu sais, c'est pas vrai cette affaire-là, finalement. Il n'y a pas de highlight sur le sourcil. Fait que tout ça pour dire, oui, il y a beaucoup d'humour en montage, mais il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de la résolution de problèmes aussi, c'est comme un casse-tête, là, tu sais, des fois... 100%. Des fois, c'est comme là, tu te rends compte au montage qu'il y a de quoi qui marchait pas depuis le début, depuis le scénario, puis là, c'est comme Chris, mais là, il faut trouver une façon de le... Fait que là, tu triches, tu t'inventes des... Je sais pas, t'es en poste. Fait que t'as quand même une genre d'infinité de possibilités. C'est ça, il faut que tu rafistoles le truc pour que ça reprenne avec son sens, là, d'une certaine manière. Fait que c'est bien le fun de faire du montage. Mais t'as fait aussi du montage pour des vidéoclips. Oui. Encore une fois, sur ton IMDb, j'ai vu que t'avais fait des vidéoclips pour Caltar Bateau. Sur ton Insta, mettons, tu sais, il y avait la live session d'Alex Burger qu'on a mentionné plus tôt. J'étais encore là-dessus. Là, t'es encore là-dessus, même ça? On a sorti un extrait, mais ça va se retrouver à être un genre de court-métrage, spectacle.
C'était très beau. On est là-dedans. Là. C'est très, très beau. Merci. Mais c'est ça, tu sembles, tu sais, comme très impliqué, tu sais, oui, avec ta propre musique, mais aussi comme un peu dans la promotion de la culture. Tu sais, mettons aussi avec le documentaire sur le festif et tout, genre. Tu sais, je me demandais, qu'est-ce qui vient motiver, en fait, cette passion-là que tu sembles avoir pour la culture? Ouais, ben là, je pense que c'est un concours de circonstances, mettons aussi, là, dans le sens où je fais de la vidéo, dans la vie, c'est mon gagne-pain. Je fais de la musique, fait que donc, nécessairement, je finis par me faire demander de l'aide par des musiciens qui, de nos jours, doivent alimenter des réseaux sociaux, des artistes, en tout cas. Fait que je finis par devenir une référence vidéo auprès des gens dans la musique, genre? Ouais. Fait que ça, ces affaires-là... Pour commencer, il y a eu ça. T'sais. Il y a eu genre, j'ai besoin d'un clip, j'ai 3000$. Tu fais de la vidéo, ça te tente-tu? C'est comme, ben, j'ai des ressources, je vais essayer. Oui, ça me tente. Puis pour ce qui est des clips, c'est une full belle école, le clip. Tu peux te permettre plein d'affaires que tu peux pas te permettre nécessairement en fiction. Tu peux essayer des trucs, te casser la gueule, c'est pas grave. Tu peux tout le temps retourner côté à ton musicien qui chante la toune. C'est comme tu peux essayer des affaires. Fait que c'est un beau laboratoire, c'est le fun à faire, c'est fait vite, c'est fait bien aussi. Y a-tu une grosse portion dans la réalisation des vidéoclips qui passe avec comme l'élaboration d'un concept ou c'est comme un petit peu improvisé de temps en temps? Ah, ça part tout le temps d'un concept. En tout cas, moi, je pense que personne ne fonctionne pareil. Mais là, moi, j'ai appris à... Habituellement, ce que je veux, c'est avoir une idée que je considère réaliste et réalisable et originale, ou du moins quelque chose qui, moi, me tente d'explorer. Tu sais. Faut qu'il y ait comme... Faut que je pense que ça puisse se faire, puis que je soutire de ça quelque chose. Ouais. Puis souvent, moi, là, ce que je fais, c'est que je planifie en fonction de... Moi, ça me prend des backups. Moi, je fais plus de clips là où c'est genre, ça va être une histoire de A à Z, puis là, finalement, au tournage, t'as une scène qui marche pas, t'as pas le temps de la filmer, puis là, t'es comme fuck, je mets quoi à la place, puis là, dans le milieu, il y a un battement weird, puis genre... Fait qu'à cette heure, moi, je m'assure tout le temps que je sais que je vais pouvoir monter un clip qui sera peut-être pas ce que j'aurais voulu, mais qui va marcher, qui va être beau. Puis je me gâte à travers mon tournage des idées plus élaborées. Je suis comme, tu sais, je me croise les doigts, puis si ça marche, je suis vraiment heureux. Puis si ça marche pas, je suis comme, ben, à cette heure, j'ai appris dans le processus, puis là, too bad. Fait que, ouais, c'est ça. Mais puis là, pour revenir à ta question, fait que donc, d'où me vient cette envie-là de promouvoir, mettons, la secteur musique à travers. C'est un concours de circonstances, mais après ça aussi, je pense que c'est une affaire humaine. C'est un sentiment humain. C'est que moi, j'ai des amis dans ce milieu-là de la musique, tu sais. J'en fais moi-même. Genre là, j'ai mon regard là-dessus. Tu sais, moi, je connais la réalité des musiciens accompagnateurs, des auteurs, compositeurs, interprètes, j'ai comprends, tu sais. Je comprends la réalité, pas complètement, mais je les écoute, je leur pose des questions, je les côtoie, Puis Chris, je trouve que c'est un milieu qui a besoin d'aide, surtout au Québec, tu sais, qui a besoin d'exposure, qui a besoin de mon expérience personnelle, je reviens à ça, même dans des gangs d'amis, genre. Et puis là, moi, je me suis dit que j'allais me remettre à faire ça, là, que ce soit pour des anniversaires, d'envoyer une toune à quelqu'un parce que ça te fait penser à lui, tu sais, ou à elle, puis de créer des liens à travers la musique, tu sais, puis moi, je me rappelle dans des parties, il fut une époque là, où on partait faire des genres de road trip en chum, puis j'avais ma van, tu sais, puis là, on finissait tout le temps, à un moment donné, soit dans les déplacements, ou genre une fois qu'on stationnait la van dans le champ d'un tel ou à tel chalet, on finissait par aller dans la van, on s'assoyait dans la van, on fumait des clopes, on écoutait de la muse, tu sais, fucking blasté. Puis on s'en parlait, puis là... Puis récemment, j'ai des amis qui m'ont dit, genre, « Hey, si j'écoute encore les Hôtesses d'Hilaire, parce que, tu sais, la fois dans ta van, où genre, on a écouté tel album, puis genre, hey, c'est malade, cette tune-là. » J'étais comme, « Ouais, c'est vraiment malade. » Puis, en tout cas, c'est ça, tu sais, moi aussi, ça l'a... mon amour des Hôtesses d'Hilaire, à ce moment-là, a grossi, tu sais. Même si c'est moi qui apportais cette musique-là à ce monde-là. Puis le fait qu'eux m'en reparlent, je suis désolé. Le fait qu'eux m'en reparlent de cette façon-là des années plus tard, moi, ça leur renourrit mon intérêt pour les Hôtesses d'Hilaire, mon envie d'en parler, puis là, j'en parle en ce moment. En tout cas, il y a le côté humain, partage, s'approprier ces affaires-là, sa culture, je trouve que ça manque cruellement. Fait que là, je me dis que j'ai des outils puis des opportunités pour le faire, que ce soit pour des amis ou pour d'autres mondes.
c'est sûr que je saisis la perche. Tu sais. Le docu, c'était pas mon projet. C'est le festif qui ont une sub. Ils ont décidé, faisons un docu sur notre festival, tant qu'à. Puis là, ils ont approché du monde, formidable. Ils m'ont approché moi, j'ai proposé de quoi, ils ont dit c'est toi qui as la job, je l'ai fait, tu sais. Mais c'est ça, je l'ai pris comme... OK, c'est parti du festif. Ouais, c'est une sub, cool, je pense que c'est une sub COVID, si je me trompe pas, qu'ils ont reçu. Comme dans le but de faire la visibilité encore. Exact, mais je pense qu'initialement, c'était comme pour faire vivre des shows en ligne, mais eux, c'est des diffuseurs de shows live. Je pense que... Ils voulaient pas comme forcer dans cette direction. Je pense que ça les stimulait pas du tout de se dire, on va faire vivre le festival en ligne, genre un show en ligne. Fait que là, ils ont comme bretté, puis là, je pense qu'après ça, l'année suivante, ça revenait. Tu sais, le COVID s'épuisait, puis ils le sentaient. Fait que je pense que là, ils ont fouiné, puis ils ont fait comme, faut juste faire du contenu culturel, musical, est-ce qu'on peut faire un docu? Oui, ils ont fait leur recherche. Puis, en tout cas. Fait que oui, c'est parti d'eux autres. OK. Ben, c'est le fun que ça, sans doute, encore une fois, c'est une des portes qui s'était fait ouvrir par un projet précédent qui t'a mené justement à avoir cette gig-là. Oui. Oui. Ben, je pense que j'ai fait 2 fois le cabaret festif. C'est quoi le cabaret festif? En fait, je dis oui, mais je sais pas c'est quoi. J'ai fait 3 fois, en fait. C'est quoi le cabaret avec Anaïs festif? aussi. On l'a gagné avec Anaïs, d'ailleurs. C'est un festival? Non, le cabaret festif, c'est... Ouais, exact. C'est comme l'équivalent des Francs ouvertes, là. Du festif? Ouais, du festif. Sur le site lors des événements? C'est durant l'hiver. Ah, OK. Fait que c'est comme ça permet à Baie-Saint-Paul de continuer d'avoir des shows à l'extérieur du festif en tant que tel. Ah, c'est bon, ça. Puis, il y a des bourses, c'est un concours. Fait que tu peux gagner des affaires. Mais, ils ont comme un autre système. Tu sais, les Francs ouvertes, mettons, c'est un palmarès qui s'étire sur des semaines et des semaines. Puis, eux, à chaque soir, tu sais qui gagne. C'est 4 projets. T'en as 3 qui rentrent chez eux. Puis là, mettons, il y a 3 soirées. Il y a 12 projets, 3 soirées de 4 bands. Il y en a 3 qui s'en vont en finale. Puis après ça, il y a un genre de choix du public qui est fait en ligne d'un autre band, je pense, qui va les rejoindre. Si je me rappelle bien comment ça fonctionne. Okay. En tout cas, mais... fait qu'un autre genre de setup. Mais ils reçoivent tellement bien. Ça a été le premier concours, si je ne me trompe pas, à rémunérer les musiciens pour leur participation. L'inscription est gratuite. Là, j'aimerais que tous les concours prennent des notes, genre. Puis là, je pense qu'à cette heure, les Francs ouvertes, l'année après que moi je les ai fait, je pense qu'ils ont commencé à donner des petits cachets. Là. Je pense pas que c'est la grosse affaire. Mais Chris, il est temps, là. Ouais. Quand tu viens, parce que tu penses à, mettons, des Peanut Butter Sunday, c'est ça? Peanut Butter Sunday? Peanut Butter Sunday, ouais. Je pense qu'il s'appelle, excusez-moi, les gars. Ça, c'était pendant ton édition? Non, je pense que c'était l'autre après. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils viennent des maritimes. Tu sais, les bands qui viennent de loin, puis là, c'est comme, ils viennent pour les quarts de finale, c'est bien beau, puis là, ils gagnent. Vous revenez en... Là, t'es pas payé, là. Faut que tu te déplaces, faut que tu te manges, faut que tu te payes la chambre d'hôtel, faut que tu... Puis là, ils te ramènent en finale, puis là, en finale, habituellement, tu gagnes des prix. Fait que, tu sais, ça peut valoir la peine, mais après ça, t'es pas garant de... Ça se peut que tu aies juste 4 prix puis que ce soit 4 shows dans des micros au Québec, genre, qui te demandent encore de, tu sais. Fait en tout cas, il y a comme quelque chose de... Je trouve 100%. Que le festif, ils réfléchissent un peu plus à leur affaire, j'ai l'impression. Je trouve qu'ils sont très pro-artistes. C'est ça que je trouve qui a l'air beau dans leur système, dans leur valeur à eux, tu sais. Ouais. C'est qu'ils sont là pour les artistes. Il n'y a pas comme de... Il n'y a pas d'arrière-pensée ou de manière d'essayer de penser comment on pourrait comme... bénéficier de ces artistes-là, genre. En tout cas, je trouve que au niveau des valeurs, ils ont l'air d'être pas mal chill. Ouais, vraiment, absolument. C'est ça qui est cool. Ils sont, c'est ça, ils sont juste dit, ils se posent les bonnes questions. Ils se sont juste dit, hey, ça serait cool de faire un concours. On peut-tu? Faisons-le bien. On peut-tu? Genre, c'est quoi qu'il faut pour qu'un concours ait du sens, pour que tout le monde soit heureux? Ouais. On peut-tu se le permettre? Oui, faisons-le. Non, il n'y en aurait pas. Là. Moi, je suis persuadé que s'il était comme on gagnera pas d'argent puis on n'a pas cet argent-là à perdre, il ferait juste pas fait. Tu sais. Ouais. Il l'aurait juste pas fait. Au lieu d'en faire un, mais qui est payant. Tu sais. Parlant de musique, parce que c'est ça qu'on fait, on va y aller avec un autre segment musical de 2 pièces de ton album Morceau. On va commencer avec Yukon. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache derrière Yukon. Okay. J'ai hâte que tu m'en parles. Et la pièce Morceau de l'album Morceau. Ouais. Veux-tu nous parler un peu de ces 2 pièces-là qu'on s'apprête à écouter? Parfait. Yukon, c'est une chanson sur une amitié homme-femme. Moi puis une de mes amies, que j'aime appeler ma meilleure amie, qui m'a emmené partie au Yukon avec son chum. Puis elle était comme en road trip à ce moment-là, mais ils se sont arrêtés à bien des places, là, puis
À un moment donné, c'est comme arrêté au Yukon, elle est revenue, puis elle est retournée au Yukon. Puis là, elle habite là-bas depuis des années. OK. Fait que c'est comme une toune, c'est ça, là, d'amitié à distance. Ouais, Mais ok. d'amour aussi, mais d'amour, tu sais, pas... D'amour non charnel. Ouais. Ouais. D'amitié. Ouais. Je l'avais bien dit la première fois. Ouais. C'est une toune d'amitié à distance. OK. Homme-femme. Mhm. Fait que c'est ça. Puis c'est peut-être la toune qui a le moins de double sens, là, tu sais. Puis à travers Yukon, un peu avant qu'elle quitte, on avait fait un road trip à 2 en Gaspésie. Puis c'est durant ce road trip-là que le riff de Yukon a émergé. Tu sais. C'est bon, ça. Fait que le riff existait depuis ce temps-là. Puis j'avais pas de paroles. Puis là, en studio, au début, l'album était supposé être un 2e EP. Puis j'avais genre 5 pièces, mettons. 6 pièces. Mais c'était déjà 20 quelques minutes, en tout cas. Puis c'est JB, Jean-Bruno Pinard, là, qui m'a dit « Voyons, Dave, ça tente pas de faire un album à la place, là, t'as sûrement d'autres tunes, là, t'as sûrement... » J'étais comme « je sais pas, là, dans le boot. » J'ai joué le riff de Yukon, puis comment c'est bon ça, Dave? Puis là, il a comme rafistolé mes riffs vite. Puis là, j'étais comme, OK, arrête ça là, tu m'as donné ce qu'il me fallait. Puis là, je suis rentré chez nous, j'ai bûché dessus pendant 2-3 mois. Les paroles sont sorties à ce moment-là. Puis, ben voilà, je suis revenu en studio, je l'ai fait. Puis c'est la tune en ce moment qui joue le plus sur les radios. C'est une pièce qui s'écoute bien. Puis, encore une fois. Là. Ça a tellement été simple à faire. Là. Mm-hmm. C'est moi puis Lisande Bourdage. Toutes les percussions, c'est genre des... Elle joue du sac à un moment donné. Genre. Du sac? Du sac en plastique. Genre, OK. C'est pas des shakers, c'est des sacs. Là. C'était genre... On lui disait tape là-dessus, ça sonne bien. On était vraiment party de cuisine. Là. C'était ça l'énergie. Guide-voix Perks. OK. Fait que, en ce moment, les auditeurs et auditrices, essayez de spotter le moment où est-ce qu'il y a du sac en plastique dans la pièce. Du sac en plastique quelque part. Il y a bien des affaires, bien du cossin. Ensuite, il y a la pièce Morceau de l'album Morceau. Ouais. Qui est le même titre que l'album, donc j'imagine que ça peut-être a une influence sur la globalité du projet. Je pense que je trouvais que c'était un beau... la pièce, l'album a eu son nom avant la pièce. OK. En toute honnêteté. Je savais pas comment l'appeler. Puis le mot morceau revient souvent dedans. Je trouve que c'est un très beau mot, morceau. Morceau. C'est de quoi qui me plaît beaucoup. Et l'idée, et le mot, et le... La sonorité. Ouais, c'est un morceau de musique, un morceau de quelque chose. Je sais pas, on morceau dirait de papier, que ça a des dimensions qui me plaisent. Fait que ça finit par la tune. Je me suis dit, fuck it, la tune va avoir le même nom que l'album, puis ça va être tout, puis le monde, ils diront que c'est la Focus Track. Mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont... de mon cercle proche, là, mettons, de ma garde rapprochée, qui me disaient que c'était leur chanson préférée, qui trouvaient que c'était comme l'ouverture vers probablement ce qu'eux considéraient la suite de ce projet-là. Okay. Ils trouvaient qu'il y avait de la belle vulnérabilité, que c'était maîtrisé, que le texte se tenait, I guess, je sais pas trop. Ils m'ont dit plein d'affaires. Fait que j'étais comme, ben pourquoi pas. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Puis après ça, ben là, cette pièce-là, en tant que telle, elle a bien failli pas se retrouver sur l'album. Puis c'est dû au fait que j'ai mêlé plein... C'est la tune la plus mêlée là, au niveau du sens. Là. OK. Je parle... Abstraite, tu veux dire, genre un peu? Ouais, c'est comme... L'idée maîtresse, c'est comme un peu le... Hey, c'est parce... Ouais, il y a tellement d'affaires là-dedans. Je parle d'amis, je parle de moi, je parle d'insécurité, je parle de regret, je parle de... Tu sais, il y a quelque chose de dark, là. Il y a comme, je pense que c'est une toune sur le travail, sur soi. Okay. Il y a quelque chose de thérapeutique pour moi dans cette toune-là. OK. En tout cas, vu que c'était pas un texte complètement maîtrisé, puis que je parlais de gens qui n'étaient pas moi, mais tu sais, c'est assez bien écrit pour que personne comprenne rien, tu sais. Mais que tout le monde puisse voir une histoire là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de danger, je pense, pour personne à ce que je mette cette tune-là. Mais il y avait quelque chose qui ne fitait pas bien avec moi de m'approprier les histoires des autres, puis de mêler ça avec moi, puis que ce soit pas clair pour moi-même. C'était quoi cette affaire-là? J'avais un inconfort. Finalement, depuis qu'elle est sortie, je me sens libéré. Ben correct avec ça. Je pense que c'était la chose à faire. Parfait. Bon, ça va écouter ces deux pièces-là. Donc, la pièce Yukon et Morceau de l'album Morceau de Bourbon. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Yukon et Morceau de l'album Morceau de Bourbon. David,
Un immense merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir contribué à l'entrevue. Franchement, merci. Plaisir, ça me fait plaisir. Quels sont tes objectifs, tes projets futurs? Qu'est-ce qui s'en vient, en fait? J'en ai trop, des projets. Mais là, envie d'en plugger quelques-uns? Ouais, certains. Là, je travaille déjà sur la suite musicale. J'ai un genre de EP que si je fais, je vais le faire vite, comme le premier. J'ai comme besoin d'aller tester des affaires et que ce soit pas important. Ouais. Juste faire de la musique, puis pas trop y réfléchir. Que ce soit un peu, quitte à ce que ce soit poche, tu sais. J'ai besoin que ce soit ludique, rapide. Mais en même temps, l'argent et le temps dans la vie, c'est des valeurs finies. Puis j'ai aussi un autre album qui est déjà comme pas mal construit. Là, il me manque les lyrics puis de l'habiller, là, mais j'ai comme le squelette existe déjà. Fait que personnellement, là, je me demande qu'est-ce que je fais avec tout ça. T'sais. OK. Je suis un peu là. OK, mais c'est quand même un beau problème dans le sens où est-ce que tu as du stock. Ouais. Puis après ça, mon souhait, là, c'est de faire mon premier court-métrage de fiction, parce que la raison pour laquelle je fais de l'image et du son depuis toujours, c'est pour faire de la fiction. C'est ça que j'ai toujours voulu faire. Puis là, je sens que là, avec le bagage que j'ai acquis, avec les clips notamment et tout, je pense que je suis rendu à me faire les dents sur une histoire puis d'y aller à fond. De manière de faire de quoi de pas pire. Puis, parallèlement à ça, et de façon, tu sais, peut-être, comment dire... paradoxal. Mon projet, ce serait de travailler sur mon prétendu burn-out. Fait que peut-être aussi tu veux te brûler. Prendre un break. Non, mais genre, autant que j'ai plein de projets, autant qu'un de ces projets-là, ce serait peut-être de rien faire pour un bon bout. Ouais. Fait que je sais pas trop ça va être quoi ma suite. Entre-temps, il va falloir que je travaille puis que je gagne des sous. Fait que, tu sais, I guess montage, réal. Puis show. Là, je fais des shows. J'aimerais monter. Ben là, c'est ça. Oui, monter la version live de tout ça. Défendre ça en groupe, ça va être sûrement ça. T'as-tu des shows qui s'en viennent? J'en ai juste un booké présentement. C'est je fais la première partie du lancement de Décorum. OK. Que peu de gens connaissent, mais c'est bon. C'est cool comme proposition. Surtout live, j'ai beaucoup aimé, moi. J'ai ouvert pour eux 2 fois par le passé. C'est où? C'est quand? Quai des Brumes. Quai des Brumes, parfait. Et boy, j'extire ça de ma tête, là. Je suis pas sûr. 7 septembre, je crois. Puis sinon, ben je suis ouvert, moi. Je coûte pas cher. Je suis guide voix. Je suis plugué en 5 minutes, c'est fait. Je peux faire de 0 à 60 minutes. N'importe qui me veut, n'importe où. Si jamais ça n'a pas de bon sens, je vais le dire, mais je suis prête à bien des affaires pour jouer. C'est parfait. Ouais. Puis pour te suivre et être au courant des meilleures affaires, j'imagine la meilleure façon de faire, téléphone, c'est... 438-885. Non, on va pas là. Je suis pas game. J'ai un ami qui a déjà... Qui a fait la bêtise. Je t'en explique. Je t'explique ça plus tard. D'une manière plus conventionnelle, j'imagine les réseaux sociaux. Quelque chose de même. Ah oui, ça aussi, ça marche, ouais. Ouais, ça... Tout sauf TikTok. J'ai pas de TikTok. Ni Be Real. C'est ça. Je suis rendu vieux. Facebook. J'ai encore un Facebook. IG. T'as le lexique des Instagram. Jones. Oh, shit! Ouais. Le gars est là, pareil. Je me tiens aux facts. Ouais. Mais le lien de tout ça va être en description, ainsi que le lien du documentaire. Donc, allez cliquer là-dessus. Ardemment. Ouais, faites-vous plaisir. Goulument. Cliquez de manière goulue. Je sais même pas si c'est un... Ouais, non, on le dit, c'est pas grave. Bon, regarde, on invente... Je retourne tourer, moi. Ouais, tour. En tout cas, sur ce, David, un immense merci. On peut se serrer la pince comme ça pour la caméra. Je t'aime. Petit clin d'œil, je t'aime aussi. Vous écoutiez En accord avec le son. Je m'appelle Joël Fanel, j'étais avec David Bourbonnais. Le voilà, il clappe les mains. C'est dans la boîte. Donc, on vous dit au revoir et à la prochaine.